Bonjour à tous, moi je suis Marianne Srir, je suis mère de famille, ancienne danseuse professionnelle et maintenant je m'investis dans ma ville comme adjointe, voilà, auprès de notre nouveau maire Olivier Clodon. Puis Monsieur Voguet. Donc moi je m'appelle Jean-François Voguet, je suis à la retraite maintenant. Après avoir été maire de Fontenay pendant 15 ans et sénateur. J'ai 3 enfants, je suis marié et je suis disposé à vous répondre le mieux possible à vos questions. Eh bien, nous passerons aux questions avec Kenny Dan. Donc tout d'abord, Marianne Srir, vous nous avez dit que vous êtes adjointe maire. Donc comment vous est venue l'idée de faire une carrière de politique? Un peu par hasard. J'avais une école de danse et j'avais 98% de ma clientèle qui était féminine. Et au fil du temps, je me suis aperçue que les femmes souffraient de différentes manières, avaient souvent des soucis, même domestiques. Et de là, on a monté une entraide, si je puis dire, entre femmes. Et de là, on s'est rendu compte qu'effectivement, nous n'avions pas grand-chose en Essonne. Et c'est comme ça qu'a démarré, on va dire, ma carrière politique, puisque sur mon premier mandat, j'ai demandé à donc gérer le droit de la femme. Voilà, j'ai été chercher les armes pour aller plus vite, tout simplement. Et donc, quelles sont les valeurs exactes que vous voulez prôner, en fait? Les valeurs, quelles valeurs? Il y en a tellement. Par rapport à quoi? Par rapport à votre combat pour les femmes, par exemple? Juste le fait d'aider, tout simplement. Parce que des fois, il y a des situations qui paraissent catastrophiques et en fait, avec un petit coup de pouce, les choses peuvent aller très vite. D'autres sont effectivement beaucoup plus délicates, difficiles, où là, on a vraiment besoin de professionnels. Et voilà, tout simplement, le fait de vouloir aider son prochain, le fait d'être très investi dans la cause féminine et d'avoir aussi, dans mon entourage, dans ma famille, dans mon histoire, eu affaire de près ou de loin à ce genre de problème. Voilà, donc forcément, c'était pour moi une logique. Et vous, Jean-François Voguet, vous avez dit que vous avez été maire de Fontenay. Oui. Comment vous êtes venu à l'idée de faire une carrière politique? Je pense que ça ne vient pas du tout à l'idée de faire une carrière politique. C'est vraiment les circonstances qui font que, à un moment donné, on est sollicité pour intervenir dans la vie politique, dans la vie de la ville surtout. Moi, je pense que ça vient d'une part du milieu familial. J'ai eu un grand-père qui avait fait la guerre de 14, 18, c'est loin, mais enfin c'était une guerre terrible, et qui avait été amputé à une bataille de Verdun, et qui était quelqu'un qui était profondément épris de paix, de justice, et qui m'a beaucoup inculqué cela, et aussi un père et une mère qui étaient, eux, engagés dans la résistance contre le nazisme, et donc qui m'ont appris des valeurs de combat et de lutte contre les injustices. Après, j'ai participé, parce que j'avais l'âge, au mouvement de mai 68. Vous avez dû entendre parler de cette phase de l'histoire de France, où en France, il y a eu un très grand mouvement social et sociétal qui a mobilisé des millions de gens. Et à l'époque, j'étais lycéen et après étudiant, et donc j'ai participé à ce mouvement en tant qu'acteur, d'abord au lycée et après à la faculté, où j'ai été délégué étudiant à l'UNEF, notamment le syndicat étudiant, pour défendre les revendications des étudiants et avant des lycéens. Donc il y a la famille, indéniablement, le milieu, et puis des circonstances. Et après, je me suis investi dans ma ville, et là, c'est une autre histoire, mais peut-être qu'on y reviendra. Enfin, où j'ai participé à des mouvements de jeunesse, notamment à la jeunesse communiste,
puisque je suis communiste. Et là, dans la ville, je me suis repérer par le maire de l'époque qui m'a demandé de venir sur sa liste. J'étais très jeune, j'avais 27 ans. Et avec le temps, et quand lui a arrêté, je suis mes amis qui étaient au conseil municipal m'ont demandé de le remplacer et je suis devenu maire et j'ai été réélu 3 fois aux élections. D'accord. Voilà. Merci d'avoir répondu. Alors, une question toute basique pour vous, Jean-François. Qu'est-ce que le communisme pour vous? Le communisme, c'est d'abord une déception terrible, puisque c'est l'échec, plus que l'échec même, du monde socialiste des pays de l'Est, qui, au nom de l'idéologie communiste, ont instauré dans ces pays des dictatures, qui ont fait des morts, des crimes, des situations terribles pour beaucoup de gens. Et en même temps, c'est une idée de partage, de mise en commun, d'égalité et de mise en commun, de justice sociale, d'antiracisme pour un monde plus beau où les gens seraient libres. Mais c'est évidemment contradictoire si on prend l'histoire. Ceci dit, pour ce qui concerne les communistes français, ils se sont surtout manifestés comme des héros de la résistance, puisque ce parti a eu 70 000 fusillés pendant le nazisme. Donc voilà, c'est contradictoirement une situation de fait pas très réjouissante, mais aussi une idée très progressiste et que je continue sur laquelle je continue à croire. Parce que je pense qu'il y a trop d'inégalités, notamment en France, et que pour combattre les inégalités, il faut une idéologie qui combatte ces inégalités et propose un autre modèle de société. D'accord, très bien, merci à vous. Une question pour vous maintenant, Marianne. Nous savons que vous êtes une femme d'origine maghrébine. Est-ce que ça a eu des conséquences positives ou négatives dans votre carrière? Je crois que mutuellement, chacun y a trouvé son compte. Très sincèrement, si je veux être très honnête aujourd'hui. Oui, j'ai une tête de métèque, j'adore dire ça, et j'en profite. Et il y a certaines choses que moi, je peux dire, et que si j'avais été blonde aux yeux bleus, forcément, ce serait peut-être un peu moins passé. Mais j'ai au moins la prétention de dire que je suis quelqu'un d'extrêmement honnête, et je dis les choses. Voilà. Donc, avoir de vrais problèmes, je dis pas. Je pense pas en avoir eu tout au long de ma vie. J'ai pas été confrontée vraiment directement face au racisme, très sincèrement. Mais j'ai profité de la personne de qui je suis, en fait. J'ai profité un peu de mes origines. J'ai profité de beaucoup de choses, très sincèrement. Mais je pense que d'autres aussi en ont profité. D'accord. Et Oui. comment avez-vous su jongler entre la danse et la politique? Aïe. C'est un hasard. Très sincèrement, au départ, c'était juste une envie d'aider mes élèves. Et très vite, on s'aperçoit, même si entre femmes, on peut être extrêmement puissante, avec tout ce système souterrain qu'on avait mis en place. Mais au bout d'un moment, si on veut avancer plus vite, si on veut avoir de quoi travailler, il était clair qu'il me fallait quelques galons, tout simplement. Donc, j'ai pas le mérite d'avoir trouvé, une recette. Mais voilà, effectivement, ça va plus vite. Et on m'a donné les moyens de très vite monter quelque chose qui a été très très vite opérationnel. Et c'était ça le but du jeu. Alors, vous avez dit que vous avez, il fallait quelques galons pour faire avancer les choses. Mais est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit que vous allez complètement arrêter la politique, peut-être pour des raisons privées, peut-être par manque d'envie? Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là d'arrêter complètement la politique?
Ma passion toute ma vie a été la danse, la création, ça c'est vrai. Mais j'ai découvert la politique et très sincèrement, j'adore ça. J'adore ça. Je vais pas être malhonnête avec vous, j'adore ça, très sincèrement. Et du coup, encore une fois, tant que les choses peuvent avancer, voilà, c'est peut-être une petite goutte, mais voilà, elle est là. D'accord. Tout simplement. D'accord, très bien. Et donc, inversement, avez-vous déjà pensé à arrêter la danse, peut-être par manque de temps? Alors j'ai oublié de vous le dire, c'est vrai que ça se voit peut-être pas forcément, mais je suis à la retraite. C'est terminé la danse. Donc voilà, donc c'est extrêmement facile de continuer dans la politique. Et donc, en quoi consistait exactement votre association? Mon association est une association de danse. Donc, ce que j'appelle les danses du soleil. Voilà. Donc, ça va du Bollywood, en passant par la danse orientale, par la salsa, par la kizomba, par, voilà, tout ce que j'aime. Tout ce qui est solaire, tout ce qui est fête, tout ce qui est plaisir, partage. Voilà. Une question pour vous, Jean-François. Oui. On a parlé du communisme et de votre définition selon le communisme, du coup. Et est-ce que il y a des différences notables entre le communisme de la Seconde Guerre mondiale et le communisme d'aujourd'hui? On voit qu'il y a quand même des pays encore totalitaires et qui utilisent le communisme comme idéologie pour régner, entre guillemets, sur leur pays. Est-ce qu'il y a une différence flagrante ou c'est toujours la même chose pour vous? Il y a des pays, notamment la Chine, dont les dirigeants disent qu'ils sont communistes. Et où on peut dire qu'il y a dans ce pays des atteintes aux droits de l'homme fréquents, reconnus. Ceci dit, il n'y a pas qu'en Chine qu'il y a des atteintes aux droits de l'homme. Malheureusement, c'est pratiquement dans l'ensemble du monde, excepté quelques pays européens et encore, on va y regarder de plus près. Ceci dit, pour moi, la Chine n'est pas un pays communiste. D'ailleurs, on voit bien, par exemple, comment fonctionne l'économie. L'économie fait que il y a en Chine des gens qui s'enrichissent de façon considérable. Il y a une exploitation des ouvriers qui sont dans des conditions de travail parfois extrêmement difficiles. Ceci dit, c'est un pays extrêmement pauvre qui n'est pas comparable avec des pays tels que le nôtre, même si en France il y a de la pauvreté, évidemment. Mais la Chine, c'est un pays d'1,6 milliard. Et il y a environ 600 millions de Chinois qui vivent comme les Européens. Il y en a 1 milliard qui vivent dans la très grande pauvreté. Et le but, en tous les cas annoncé par les dirigeants chinois, c'est de dire qu'il faut que l'ensemble des Chinois, et notamment le milliard qui reste, vivent au-dessus du seuil de pauvreté, c'est-à-dire vivre normalement comme un pays développé devrait permettre aux gens de vivre, c'est-à-dire pouvoir manger à sa faim, se soigner à sa faim, éduquer ses enfants et avoir accès à la culture, au sport, enfin, etc. Donc, et ceci dit, évidemment, moi je parle de l'idée du communisme. C'est-à-dire l'idée de partage, de mise en commun, d'action pour lutter contre les inégalités, etc. Voilà, il y a certains, par exemple, des chrétiens qui se sont battus pour faire du bien à son prochain, etc., et qui pendant des années, alors, il y a très longtemps évidemment, ont mené des guerres d'inquisition. Et est-ce que c'est en cela qu'il faut combattre le christianisme? Le christianisme, c'est une idée qui transcende, je crois, ce que ont pu faire à l'époque les chrétiens quand ils ont organisé les croisades, etc., etc. Donc, et on pourrait dire d'ailleurs de cela
on pourrait prendre chaque parti en France, ils ont tous plus ou moins, ils sont tous plus ou moins redevables de politiques qui ont fait des morts. Par exemple, j'ai en tête la guerre d'Algérie, qui était une guerre coloniale et qui a été menée par des dirigeants français qui étaient membres des partis socialistes ou de droite. Et ça a fait 1 million de morts algériens, mais aussi les colonisations en Afrique, etc., qui sont pas des signes évidents de progressisme en tous les cas. Donc moi je condamne évidemment tout ce qui est atteinte aux droits de l'homme, mais je ne renie pas l'idée du partage, de la mise en commun et de la lutte contre les inégalités. Voilà. D'accord. Et je pense que l'histoire des communistes français, qui ont participé à l'histoire de notre pays, qui ont participé, par exemple, en 1936, en soutenant le gouvernement qui a instauré toute une série de progrès sociaux, qui ont participé à la résistance, qui ont participé au gouvernement en 1945, qui a fait la sécurité sociale, et qui ont, par exemple, été au gouvernement en 1980, etc. Donc, l'histoire du communisme français, des partis communistes français, n'est pas évidemment la même que celle du Parti communiste chinois ou du Parti communiste russe. Oui. D'accord, très bien. Donc je suis tout à fait à l'aise dans ce débat-là et je n'ai aucune mauvaise conscience à être communiste. D'accord. Français. J'ai une question pour vous deux, Marianne Srer et Jean-François Wauquiez. On dit que pour être politicien, il faut être un menteur. Est-ce vrai qu'en politique, nous sommes quasiment toujours obligés de mentir ou de cacher la vérité? Allez-y. Je laisse l'expérience s'exprimer en premier. Comme vous voulez. Mais non, je pense qu'il faut surtout pas mentir. Enfin, moi, je pense qu'il faut pas mentir. Je pense que d'abord, quand les gens mentent, ça se voit. Non, alors, il faut dire ce qu'on fait, expliquer quand on a des difficultés, pourquoi on a des difficultés. Moi, en tant que maire, j'ai toujours été élu sur un programme. Donc, les gens ont eu. D'ailleurs, là, tous les maires font ça. Et donc, il suffit de vérifier si les promesses qu'on a tenues ou pas. Nous, on avait mis en place ce qu'on appelle un observatoire des engagements. C'est-à-dire qu'avec des personnes de la population de la ville qui se réunissaient régulièrement pour faire le point de ce qui avait été promis et de ce qui a été fait. Et on s'est aperçu d'ailleurs à la fin que la plupart des choses avaient été faites, mais il y avait des choses qui n'avaient pas été faites, pour différentes raisons. Et donc on a expliqué pourquoi, mais non, je pense qu'il faut surtout pas mentir. Le menteur ne tient pas longtemps, tout simplement. Il n'y a aucune raison, bien sûr. Et tous ceux qui ont menti et tous ceux qui continuent à mentir, tôt ou tard, se retrouveront face au mur, tout simplement. Je pense que l'honnêteté, effectivement, est de mise. Une question pour vous, Jean-François Wauquiez. Y a-t-il des vices et de la corruption dans le milieu de la politique? Je crois qu'il y a de la corruption, oui. On le voit d'ailleurs, en ce moment il y a des procès. Il y a eu plusieurs procès, il y a même eu des gens qui ont été condamnés, certains ont été emprisonnés même. Alors ce que je crois aussi, c'est que c'est une minorité. Je crois que en France, je parle des maires, mais même des élus, la majorité des maires et des élus sont, je crois, honnêtes, en général. Après, il y a certains avantages dont certains peuvent tirer. Par exemple, il y en a qui ont des chauffeurs, des voitures, etc. Mais la corruption, s'enrichir, ça existe, personnellement, s'enrichir personnellement, mais je ne crois pas que ce soit une majorité de gens, d'élus qui soient corrompus, je ne crois pas. Mais il y a de la corruption, bien sûr. D'ailleurs, on le voit, les procès actuels. Et je ne pense pas qu'on fasse de la politique pour être riche. Si on est vraiment animé par de vraies convictions, on ne rentre pas en politique pour être riche. Ça, j'en suis certaine. Oui, c'est vrai.
Une question pour vous, Madame Sria. Pourquoi vous avez choisi votre parti politique qui est l'extrême droite? Ouh. Alors, c'est pas l'extrême droite. Ah. C'est pas du tout l'extrême droite. Alors, je me trompe. J'ai fait effectivement mes armes dans un parti qui s'appelle Debout la France. Les choses ont énormément changé. Voilà. Je n'en fais plus du tout partie. On ne va pas revenir sur l'histoire, mais il y a eu des choses sur lesquelles, voilà, on n'a pas été d'accord. Donc à partir de ce moment-là, chacun prend son chemin. Et voilà. Mais non, jamais de la vie. Jamais. Je ne laisserai personne dire que j'ai fait partie d'un mouvement qui était d'extrême droite. Jamais. De quel mouvement politique êtes-vous alors? Qu'est-ce que je peux vous dire? On va rentrer dans un autre débat. Je peux vous dire qu'en ce moment, je me pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Maintenant, on est quand même à la veille d'élections. Et je préfère, de par mon statut et ce qui se passe dans notre ville, ne pas répondre comme j'aimerais répondre. Voilà, je suis très honnête. Et quelles sont les différences alors, une autre question, entre l'extrême droite et la droite? Pour vous, qu'est-ce qui fait que l'extrême droite, on ne veut pas y aller? Alors que peut-être à la droite, on veut y aller. Quelles sont les différences? Ce serait plus soft, c'est ça que tu veux dire? Oui, pourquoi? Après, ça dépend des personnalités qui portent des projets différents. Donc, il y a des gens qui se disent de droite, mais qui ont plutôt une connotation d'extrême droite. Après, je pense que c'est chacun et son cœur, chacun et ses idées, chacun et son histoire. Mais c'est pas parce qu'on est plutôt de droite qu'on est forcément d'extrême droite. Ça, non. Non. Non, c'est bien deux choses différentes. Une question encore pour vous, Madame Mariam. Avez-vous fait des belles rencontres lors de votre carrière politique? Oui. Je suis un peu gênée quand vous parlez de carrière politique. Moi, j'ai travaillé au niveau municipal. Alors oui, à l'époque où j'étais à Debout la France, j'ai été déléguée nationale, mais encore une fois, une seule chose m'animait, c'était le droit de la femme et le droit de la famille. D'accord? Donc voilà. Maintenant, je peux pas dire que je suis une politicienne ou je suis quelqu'un qui est impliqué dans la politique. Ce qui m'intéresse, c'est chez moi, chez nous, mes enfants, là où ils vont grandir. Voilà. Donc ça reste très restreint sur le terrain national. Avez-vous déjà parlé avec Muriel Robin? Car elle aussi défend énormément les femmes. Et il n'y a pas qu'elle, et heureusement, il y en a encore beaucoup d'autres. La liste est longue, il y en a énormément. Et tant qu'on parle de la même chose et qu'on veut bien sûr toute la même chose, il n'y a aucune raison. Et plus on s'allie et plus on est forte. Ça, d'expérience, je peux vous le dire. Mais il y en a beaucoup. Il y a des actrices, il y a des anonymes, il y a des comédiennes, il y a des chanteuses, il y a des gens qui sont dans la politique, il y a des gens qui sont dans le social, mais bon, voilà. Le principal, c'est d'aller dans le même sens. D'accord. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Une question pour vous, Monsieur Voguet. Oui. On a parlé des belles rencontres avec Madame Srir, mais est-ce que vous avez eu de mauvaises ou de belles rencontres durant votre carrière politique? Non, j'ai pas de mauvaises rencontres. J'ai de belles rencontres. Je pense que les plus belles rencontres, alors ça va paraître un peu peut-être, mais c'est vrai, c'est les gens. C'est les gens qu'on rencontre. Enfin, on fait un métier entre guillemets, où on passe beaucoup de temps, notamment les maires, les élus locaux, avec les gens, dans les permanences, mais aussi dans la rue. Parce que vous remarchez, les gens viennent vous interpeller, vous posent une question, où on en est, ma demande de logement, qu'est-ce que la cantine, comment ça marche, ma rue est défoncée, pourquoi il y a des trous dans la voirie, donc c'est les gens, on voit beaucoup de gens constamment, y compris il y a des gens moi qui venaient sonner chez moi le soir pour un problème, par exemple d'aide sociale, pour différentes questions. Donc si on n'aime pas les gens, enfin entre guillemets, mais si on n'a pas d'intérêt faut pas faire ça. Si on a peur des gens, si on méprise les gens, d'abord ça tient pas parce que les gens s'en aperçoivent.
les gens voient bien si ça vous intéresse ce que vous faites. Donc oui, c'est surtout les gens. Après, sur les personnes célèbres, non, 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 c'est surtout les gens, par exemple, d'être avec vous, je vous promets que c'est vrai, c'est pas démagogique de dire ça, mais d'être avec vous, ça me plaît, ça m'amuse, ça me plaît. Sinon, j'aurais pas fait, pas venu, quoi. Donc, surtout maintenant, je suis à la retraite, ça me plaît. D'accord. Et êtes-vous fier de votre travail apporté ou avez-vous des regrets? Je suis assez fier. Je suis assez fier parce que, je vais vous donner un exemple, enfin, notamment maires, je parle des maires, pas les députés ou les parlementaires. Mais maires, par exemple, vous participez à construire 50 logements abordables pour les gens à revenus moyens, modestes. Quand vous inaugurez les logements et que vous voyez les familles rentrer dans ces logements qui vivaient dans des conditions indignes ou moches, c'est sympa, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir surtout à la famille, mais ça fait plaisir du travail qu'on a fait. Quand des mômes partent en colonie de vacances, que vous allez les voir, que vous voyez que ça fonctionne bien, c'est sympa. Ça fait plaisir et c'est agréable. Quand des mômes vont en classe de découverte, que ça les aide pour leur étude, c'est bien quand on aide des jeunes à un projet, notamment de formation, et que ça marche, c'est plaisant, quoi. Donc je suis très content de ça, oui. Des regrets, après on a toujours regrets, on aurait pu faire plus, mieux, mais voilà. Mais non, j'ai plus de fierté que de regrets. Enfin, fierté oui, de fierté. Une question pour vous de maintenant. En quelques mots, que pensez-vous de la France aujourd'hui, de la politique qu'entreprend M. Macron? Allez-y, je vais être rapide, moi. Moi, je pense que la France va mal, très mal, que les inégalités s'aggravent, que la pauvreté a augmenté. On parle maintenant de 10 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Quand je dis pauvreté, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas aller avoir un logement digne, élever dignement leurs enfants, aller en vacances, sortir au spectacle, etc., manger des fois au restaurant, enfin une vie normale entre guillemets. Les choses se sont aggravées. On voit dans les rues maintenant des milliers d'SDF. Il y a eu 500 morts dans la rue cette année dernière, de gens, mais aussi d'enfants maintenant, des enfants et des femmes. Donc la société va mal. Et je crois que Macron a accéléré et en tous les cas ne fait rien pour que ça aille mieux. Et je pense que ça s'aggrave. Les inégalités s'aggravent. L'école va mal. L'avenir de la jeunesse est souvent difficile. Heureusement, il y a quand même, par exemple, des structures qui aident, notamment le monde associatif, des profs dévoués, enfin, etc., formidable. Mais non, la France va mal. Et la politique qui est menée ne va pas dans le bon sens. En plus, je trouve que le président de la République parle aux gens avec mépris. Et ça, c'est insupportable pour moi. Quand on dit un jeune travaille sur la rue, tu vas avoir du boulot, c'est vraiment se moquer du monde, quoi. Je pourrais multiplier les exemples. Donc non, je suis en total désaccord avec cette politique et je pense qu'il faut la combattre. D'ailleurs, on a bien vu ce mouvement des Gilets jaunes, des gens qui n'en peuvent plus, quoi. Et il n'y a pas que. Donc voilà. Je suis pas content du tout. Moi non plus, je suis pas contente du tout. En plus, il y a un témoin qui est très clair. Il suffit simplement de voir les gens, qu'ils soient de droite ou de gauche. Aujourd'hui, les gens ne se retrouvent plus du tout dans leur parti. On n'a plus de représentants, si je puis dire, officiels, pour mener toutes ces idées. Et ça, c'est aussi une grosse alerte. Ce qui prouve bien que, oui, le pays va extrêmement mal. Vraiment. D'accord. Et une question encore pour vous deux. Que pensez-vous des gilets jaunes? Et êtes-vous d'accord avec leurs revendications?
Alors moi, je vais parler des femmes. Quand ce mouvement est apparu, très sincèrement, j'ai été touchée. Quand j'ai vu ces femmes dans la rue qui, justement, venaient réclamer un mal-être, un besoin vital de plein de choses pour juste vivre ou survivre, j'ai été extrêmement touchée. Malheureusement, ça n'a pas duré. Et aujourd'hui, je vous dirais que je suis contre ce mouvement, mais c'est bien dommage, parce que le tout début était pour moi quelque chose d'assez... c'était comme un vent nouveau. On se disait, tiens, enfin, les gens vont parler, les gens vont réellement se conduire différemment, oser dire certaines choses. Malheureusement, ça n'a pas duré. Ben moi, je suis d'accord avec eux. Je pense qu'ils expriment un mal-être terrible. D'abord, des mal-être financiers, de vie, mais pas simplement. Des mal-être d'isolement, de solitude, parfois, de manque de services publics très importants, notamment ceux qui vivent en dehors des grandes villes, où on ferme les maternités, les postes, où les magasins n'existent plus, où ils se retrouvent seuls sans pouvoir parler. Ça reconstruit des rencontres, des débats. Il faut aller voir le film de François Ruffin, Je veux du soleil, qui interviewe des Gilets jaunes. Vous verrez, c'est des gens en général généreux, ouverts, mais qui sont à la recherche du bonheur, et qui sont souvent en grande difficulté morale et financière et sociale. Et donc je soutiens. Alors c'est vrai que le mouvement a été un peu dénaturé par ce qu'on a appelé les black blocs, des gens qui ont cassé un peu cassé un certain nombre de commerces, etc. Enfin, il faut pas oublier non plus que c'est un mouvement qui a fait énormément de gens blessés, hein. Notamment, je ne sais pas combien, mais des centaines qui ont perdu des yeux, qui ont eu les mains extrêmement abîmées. On n'a jamais vu ça en France, à tel point que les organismes des droits de l'homme alertent, et l'ONU aussi a alerté sur le fait qu'on était en France, qui est le pays des droits de l'homme, en principe, dans une situation où on avait fait peu de cas des libertés publiques. Et donc, c'est un mouvement, je crois, qu'il faut soutenir, et auquel, d'ailleurs, Macron n'a pas répondu. Même en faisant ce grand débat qui, soi-disant, allait révolutionner les choses et qui a accouché d'une souris. Vous avez dit que maintenant, on a du mal à trouver son parti politique, etc. Pourquoi pas s'unifier en une seule nation, parce que la France, personnellement, je parle à titre personnel, je vois que la France est complètement éclatée, personne n'a les mêmes idées que les uns et les autres. On va plus vers les extrêmes, surtout l'extrême droite que l'extrême gauche, puisqu'on a toujours cette crainte due à la Seconde Guerre mondiale, au totalitarisme. Pourquoi pas s'unifier en un seul peuple avec des idées qui sont toutes les mêmes, et pourquoi ne pas s'unifier en une grande nation, et pourquoi rester comme ça, tous dans leur coin, et manifester alors que chacun a des idées qui se rejoignent. C'est beau ce que tu dis. Si notre génération future parle comme toi, ils pensent comme toi, ça présage de belles choses. Malheureusement, la réalité, je veux dire, de tout temps, on n'a jamais été d'accord avec ses parents, avec les grands-parents, c'est pas la même génération. Enfin, les idées sont différentes, et c'est ce qui aussi fait la richesse de notre pays. Nous sommes une grande nation. Malheureusement, ce serait le monde des bisounours de croire qu'un jour, tous les partis se réunissent en un seul et vrai parti. Ce serait faux de dire le contraire. Et encore une fois, qui a raison? Comme tu disais, oui, c'est les extrêmes en ce moment. Extrême gauche comme extrême droite. Mais qui a raison? On suit qui? Plus la gauche, plus la droite, plus le centre? Voilà, et c'est à chacun d'y répondre.
Donc ça me semble difficile qu'on arrive un jour, et pourtant Dieu sait que ce serait très beau. Est-ce que ça a été un frein d'être une femme dans le monde politique, car nous savons que cet univers est composé majoritairement d'hommes? Ça aurait pu. Il y a eu des moments, oui, où effectivement, ça aurait pu poser des problèmes. Bon, surtout quand on sait que je suis danseuse, forcément. Donc, on peut. C'est marrant, quand on dit qu'on est chorégraphe, on passe mieux que quand on dit danseuse. Bon, je suis chorégraphe et danseuse. Mais, je sais pas, je suis peut-être passée entre les gouttes. Peut-être que j'ai un franc-parler qui fait que je me laisse pas faire. Mais très sincèrement, je m'en suis sortie. Et jusqu'à présent, ça va. Ça va. Et vous, François, avez-vous remarqué des femmes qui ont été freinées du fait justement d'être des femmes ou dans le monde politique? Bien sûr. Les inégalités entre femmes et hommes, elles existent, même si ça évolue favorablement, mais ça existe. Il suffit d'ailleurs de regarder le nombre de mères femmes. C'est souvent, la plupart du temps, c'est des hommes. Alors, avec la parité obligatoire dans les élections, ça s'est un peu corrigé, mais encore aujourd'hui, les femmes sont moins représentées dans la politique que les hommes. Mais c'est vrai aussi dans l'industrie, hein. C'est vrai aussi dans le commerce, c'est vrai aussi dans l'entreprise. C'est moins vrai dans les services publics parce que même si ça existe encore, mais le mode de recrutement est différent puisqu'il se fait sur concours. Mais dans les entreprises et dans la politique, les inégalités sont criantes, et notamment maintenant dans l'entreprise au niveau des salaires, et au niveau des responsabilités, mais au niveau des salaires, puisqu'on sait que un travail égal, le salaire n'est pas égal. Donc c'est pas simplement le fait de la politique, ça, c'est le fait de la société. Tout à fait. Pour revenir au sujet des Gilets jaunes, pensez-vous qu'ils peuvent changer la France et la faire progresser, ou l'inverse? On voit bien quand même que c'est un mouvement qui s'essouffle, puisque ça fait maintenant presque 6 mois, octobre, novembre, décembre, janvier, février, enfin oui, presque 6 mois que ça, qui sont là tous les dimanches, tous les samedis, encore dans les ronds-points, et puis à Paris et dans les grandes villes. Mais pour répondre à la question précédente, vous posiez sur l'union des partis, je pense qu'il faut plutôt raisonner en l'union du peuple lui-même. C'est un peu ce qu'ont essayé d'initier les Gilets jaunes. C'est pour ça que ce qu'on appelle, entre guillemets, la convergence des luttes, c'est-à-dire qu'il y a un rapprochement entre les Gilets jaunes, les organisations syndicales, le monde du travail, mais aussi les chômeurs, et l'ensemble de ceux qui vivent pas très bien la société actuelle, s'ils arrivaient à s'unir, ils seraient une force suffisante, indépendamment des partis, même si les partis existent, pour changer les choses. C'était un peu le débat que vous avez eu à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est les élections ou le mouvement qui fait bouger les choses? Je crois que c'est les deux. Donc il faut un mouvement social plus fort, qui a déjà existé en France, dans son histoire, 1936, 1945, 1968, où il y a eu un mouvement très important de millions de citoyens sur des revendications salariales, mais aussi sociétales, qui fait que ça a avancé et les lois ont marqué dans le marbre ces avancées sociales. Par exemple, les 35 heures, par exemple, les 5 semaines de congés payés, par exemple, le droit syndical, par exemple, la sécurité sociale. C'est issu d'un mouvement des gens, mais c'est aussi écrit dans le marbre de la loi, et donc des élections. D'accord. C'est les deux choses. Pour les femmes. Et les femmes, oui, c'est pareil. Le mouvement des femmes a été très important. Sur les questions, par exemple, du droit à l'avortement, et pas simplement la contraception, et puis aussi les libertés et l'égalité, qui n'est pas totalement abouti, mais quand même qui a évolué par rapport à il n'y a pas si longtemps.
Une question sur l'Europe, puisque nous savons que demain, ce sera les élections européennes. Que pensez-vous de l'Europe? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous pensez que la France doit sortir de l'euro? Voilà, ces questions-là. Qu'est-ce que vous pensez globalement de l'Europe pour les deux? Moi, je pense que l'Europe, c'est une belle idée. De faire en sorte que les peuples d'Europe, qui souvent se sont affrontés dans les guerres, il n'y a pas si longtemps que ça, se retrouvent dans une communauté visant à améliorer les choses, la possibilité de voyager, de se rencontrer, d'échanger nos cultures, nos arts, nos traditions. Je pense que c'est très important. Ceci dit, je pense que l'Europe telle qu'elle est construite, c'est l'Europe du capitalisme. C'est-à-dire que c'est l'Europe qui vise à favoriser les grands groupes financiers et industriels vis-à-vis des gens. Et je suis donc pour une Europe, mais qui harmonise par le haut. C'est-à-dire une Europe qui dise que le SMIC européen ne doit pas être calculé sur les revenus des Roumains, mais doit être tiré pour l'ensemble des peuples européens. C'est-à-dire que le progrès doit être partagé et non remis au rencard pour faire en sorte qu'on aligne par le bas. Et on voit bien d'ailleurs les débats que l'on a aujourd'hui sur les travailleurs détachés, les travailleurs polonais qui viennent travailler en France payés comme en Pologne, etc., ce qui est inacceptable. Et pour les Polonais et pour les Français. Mais c'est vrai aussi pour les questions d'agriculture. Je pense qu'il faut favoriser l'agriculture paysanne, c'est-à-dire l'agriculture telle que on peut la concevoir aujourd'hui en lien avec les produits bio, la question de la biodiversité, la question du climat, c'est-à-dire faire en sorte que chaque pays développe ses propres productions et qu'on évite de transporter des denrées à travers toute l'Europe par des camions. Ça pose la question du développement des services publics, par exemple le train, le fret, et je pourrais multiplier les exemples, et une Europe basée sur la paix et non sur le commerce d'armes, etc. Donc une Europe culturellement axée sur la paix, sur l'échange, la jeunesse. Alors il y a des aspects comme ça dans l'Europe actuelle, par exemple des choses qui sont au niveau de l'enseignement, où on peut étudier en Europe, encore pas tous, mais enfin c'est des choses qui se développent et c'est bien. Mais il y a aussi tout ce qui est négatif et je ne vois pas aujourd'hui comment ces idées-là d'égalité en fait ne sont pas au centre du débat aujourd'hui. Il suffit d'écouter les débats à la télévision pour savoir que c'est vraiment pas la question essentielle, excepté pour quelques candidats. Et vous, Pour moi, effectivement, ce mélange, ces échanges de culture, tout ça, ok, parfait. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Et donc, encore une fois, il est important pour nous qu'on puisse, gérer quand même un petit peu qui rentre et qui sort chez nous, qu'on ne nous impose pas à combien nous allons vendre notre propre tomate. Donc, c'est pour moi notre pays d'abord. Voilà, il faut qu'on puisse avoir une identité, il faut qu'on puisse avoir un pouvoir d'achat qui nous correspond et non pas qu'on soit dicté, qu'on nous dicte en fait comment on doit faire dans notre pays. C'est ce qui me dérange. D'accord, très bien. Encore un mot sur l'Europe, où on a vu, et là c'est scandaleux, comment c'était possible que l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'accueil des migrants, qui sont une goutte d'eau à l'échelle des millions de gens qui habitent en Europe. Cette politique-là a fait qu'il y a eu 36 000 personnes qui sont mortes, noyées, en voulant traverser la Méditerranée, parce qu'on les a renvoyés. Et ça, c'est l'Europe. Certains pays ont besoin des migrants, d'autres pas. Ils sont là maintenant,
Aujourd'hui, c'est ça qui est catastrophique. On en fait quoi? On n'a ni les structures, ni l'argent, ni les moyens de gérer ces gens-là. Alors, en parlant comme ça, on va vous dire, ah bah, elle est d'extrême droite, elle ne veut pas de migrants. Mais j'essaie simplement de raisonner bêtement. Quand je reçois des amis, j'aime bien savoir si je vais avoir 4 ou 6 personnes à table. Tout simplement. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas justement essayer de gérer ça plutôt en amont? Est-ce qu'on ne peut pas voir avec les pays des côtés de tous ces pays qui sont en guerre ou qui ont effectivement des problèmes? N'importe qui d'entre nous, aujourd'hui, si on est en guerre, on va vouloir sauver nos hommes, nos enfants, c'est tout à fait légitime. Mais il y a une manière de faire. Donc d'autres pays nous dictent le nombre de migrants que nous devons accepter, juste qu'on n'a peut-être pas la même histoire que certains pays. Sauf que les migrants, c'est 1 million. Hein. Oui. Je parle des migrants liés à la guerre. Oui. Sur 600 millions d'habitants de l'Europe. Donc c'est une goutte d'eau. Il n'empêche. Je ne parle pas de l'ensemble de l'immigration économique, c'est un autre débat. Et là, je parle des migrants qui sont morts parce que c'est les guerres. Une question pour vous, Jean-François Voguet. Est-ce que vous vouliez partir à la retraite? Ah oui, oui. Oui, c'est moi qui ai décidé. Je suis parti en cours de mandat. C'est-à-dire, j'ai décidé, en discutant avec mes amis du conseil municipal, que moi je partais et j'ai proposé qu'on élise un nouveau maire, que j'ai proposé. Non, j'ai pas été battu aux élections et j'ai pas été banni par mes camarades. Mais je voulais pouvoir bénéficier du droit à la paresse. D'accord. Et une question pour vous deux. Est-ce vrai ce que l'on dit à propos de l'extrême droite? Sont-ils vraiment racistes? Les propositions qu'ils font sont très claires. Voilà. Après, je peux pas mentir en disant que je n'ai pas des amis d'extrême droite. Je ne peux pas mentir en disant que j'ai des amis socialistes, communistes. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il faut boire le verre à moitié vide ou à moitié plein? Il faut les écouter, hein. Faut pas, c'est tout, il suffit de les écouter quand ils parlent. Moi, je pense que, notamment la famille Le Pen, c'est des racistes. Je suis persuadé. Il n'y a aucun doute, oui. Par exemple, Le Pen, il était très content de montrer qu'il avait des domestiques noirs. C'est vrai. Et que c'était des domestiques. Et qu'il les aimait bien au demeurant. Enfin, c'était... Non, et ces discours, c'est dégueulasse. Comment alors on peut adhérer à ces discours Comment qu'est-ce qui fait qu'on peut adhérer à l'extrême droite? C'est récurrent dans l'histoire. Hein. C'est récurrent dans l'histoire. Il y a les crises économiques, notamment quand les gens sont dans de grandes difficultés. On l'a vu dans les années 40, mais même avant. Quand des gens sont dans de grandes difficultés, qui ont des difficultés pour élever leurs enfants, de se nourrir, etc., il y a un certain nombre de politiciens qui ont tendance à nommer des boucs émissaires. C'est-à-dire c'est de la faute à l'autre. Regardez Hitler, c'est de la faute aux juifs, c'est de la faute aux communistes, c'est de la faute aux homosexuels même, qu'on a mis dans des camps. Et c'est vrai aussi en France. L'affaire Dreyfus et d'autres choses. Donc c'est des boucs émissaires, c'est de leur faute à eux. Si vous êtes malheureux, quand on sera libéré de ces mecs-là, vous serez heureux. Et donc, quand on est faible, qu'on est affaibli par ses propres difficultés, y compris, alors je n'excuse pas, hein, mais je n'excuse pas moi, mais les fascistes. Mais bon, quand on est dans cette situation-là où on est malheureux, c'est difficile, etc., on peut se laisser embrigader et croire que ça ira mieux après. Mais c'est pas vrai. En tous les cas, ça a toujours été pire. Une question pour vous deux, encore une fois. Faut-il avoir des stratégies dans le milieu de la politique?
Si oui, pouvez-vous nous en partager quelques-unes? Il est important d'avoir des amis, ça c'est certain. On est plus fort à plusieurs, encore une fois. Après, bon. Oui, c'est important, bien sûr que c'est important. Personne dans la vie, de toute façon, ne peut réussir seul. Quelles que soient vos intentions, vos projets. Bah, oui, je pense que il faut avoir des stratégies. Par exemple, moi, à Fontenay, j'ai essayé, et on a réussi à réunir la gauche. Et on n'est pas tous d'accord entre les socialistes, les communistes, les gauchistes, Mélenchon, etc. On a des divergences. Mais est-ce que nos divergences sont plus importantes que notre union, à partir du moment où on se met d'accord sur un projet? Ben, je pense que non. Il faut donc gommer les différences et s'allier. Ce qui est malheureux actuellement pour la gauche, c'est qu'elle est complètement divisée. Et d'ailleurs, on voit bien, elle va se casser la gueule aux élections. Donc, c'est la division qui crée le problème. Donc, la stratégie, c'est de rassembler tout le monde. Et puis après, pas rassembler pour rassembler, mais rassembler en se mettant d'accord sur un projet. Notamment pour les villes, quoi. C'est plus facile pour les villes. Ah, c'est pas plus facile d'ailleurs, mais on peut plus agir facilement sur les villes que... C'est l'exemple le plus flagrant, effectivement. Il y a beaucoup de conseils municipaux où les gens sont de différents bords, mais il n'empêche qu'ils sont là pour un programme et travaillent la main dans la main et ça se passe très intelligemment, quoi, sans aucun problème. Alors, il y a quand même des différences. Par exemple, sur la question du logement social, j'affirme qu'il y a une différence entre la droite et la gauche. Il suffit d'ailleurs de voir le pourcentage de logements sociaux dans les villes de droite et dans les villes de gauche. D'accord. Ça dépend. Vous êtes plutôt mitigé. Ça dépend. Ça se vérifie. Hein. Toujours pareil. Ça dépend de la tête, ça dépend du maire, ça dépend... voilà. Ça dépend de plein de choses. Ça se vérifie quand même. Il suffit de prendre... Non, mais je rentre pas dans le conflit. Ah bah non, mais non plus. Une question pour vous, Marianne Srir. Quelle était votre réaction lorsque M. Dupont-Aignan s'est rattaché à l'extrême droite? Je voudrais éviter de parler de lui à la veille des élections, très sincèrement. C'est plus sage. D'accord. Monsieur Wauquiez, voulez-vous que vos filles fassent une carrière politique? Non, mais je veux que mes filles, elles soient heureuses. C'est tout. C'était sympa, c'était rapide. Alors, je voudrais rentrer dans un cas à part, parce que on les oublie un peu, les royalistes. Je sais, on n'en entend pas parler, et je viens d'avoir l'idée comme ça. Mais j'ai vu une vidéo récemment sur les royalistes, et je ne savais pas qu'ils allaient dans la rue et qu'ils prenaient voilà, la royauté en France et qu'ils veulent de nouveau la royauté en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de revoir un roi comme en Angleterre, ou est-ce que notre système politique avec un président, etc., est bon, efficace? Moi, j'assimile les royalistes à une association. Voilà. D'accord. Non, c'est du folklore. Oui. Mais le président de la République, en France, a beaucoup plus de pouvoir que la reine d'Angleterre. Tout à fait. Oui. C'est vrai. Mais c'est du folklore. C'est pour... D'accord. Ouais, c'était juste une question comme ça. Donc, pour conclure, avez-vous une anecdote ou une histoire sympathique à propos de votre carrière que vous pouvez nous partager? Bah, j'en ai plusieurs. C'est surtout des anecdotes avec des gens. Par exemple, une fois, je faisais une permanence. Et alors, dans les permanences, on a beaucoup de gens qui viennent pour des problèmes de voisinage, des problèmes de logement, etc. Et une fois, il y a un type qui est venu. Il avait un chapeau de cow-boy, de cow-boy, des bottes, un bout de jean et
une veste rouge comme les Canadiens. Vous voyez. Et il arrive, il s'assoit, il dit bonjour, asseyez-vous. Et il dit bonjour, je viens pour mes 50 000 $. Alors, je ne sais pas, j'ai eu la présence d'esprit, j'ai ouvert le tiroir, j'ai dit ils ne sont pas arrivés, monsieur. Et il dit tant pis, il est parti. Moi, ce serait plus le côté humain par rapport aux droits des femmes. Pour moi, la première femme qui a pu avoir, quand on a monté toute cette association et tout ce système autour de cette association, ça a été la première dame qui a pu avoir son appartement. Et le moment où, sur la boîte aux lettres, elle et moi, nous avons pris un petit bout de papier, nous avons marqué « Madame », on a mis son nom et son prénom, et quand on a simplement inséré ce petit bout de papier dans la boîte aux lettres, quand j'ai vu les larmes de cette femme, juste pour ce petit bout de papier, c'était pour elle le départ d'autre chose, d'une nouvelle vie. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, effectivement, il faut continuer, quoi. Voilà, c'est tout simple. C'est le nom dans une boîte aux lettres. D'accord, très bien. On a juste une dernière citation à vous proposer. Peu importe d'où on vient, ce qui compte, c'est le bout du chemin. C'est vrai ou pas? Moi, je dirais avec qui on le fait, ce chemin. Peu importe d'où on vient, tant qu'on ne le fait pas seul. Et pour vous, monsieur Voguet? Oui, qu'importe d'où on vient, pourvu qu'on arrive. Donc, si je vous pose la question, est-ce que nous, jeunes que nous sommes aujourd'hui dans le lycée, en train d'étudier, est-ce qu'on peut aboutir par faire une carrière politique ou est-ce que ça sera mort Mais vous avez intérêt de faire quelque chose, vous rigolez ou quoi? Mais bien sûr, tout est accessible, c'est une question de volonté. Vous avez vos idées, vous avez vos propres choix. Il n'y a aucune raison pour que vous n'y arrivez pas. Aucune raison. On peut rentrer par la petite porte, on peut rentrer par la fenêtre, mais rentrez s'il vous plaît, rentrez. On a besoin de vous. Vraiment. Non, mais c'est bien sûr, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Vous êtes brillant, vous êtes dans la société, vous êtes à l'aise, formidable, vous faites des études, c'est vachement bien. Et puis vous êtes impliqué dans la vie locale, donc bien sûr, vous pouvez. Mais vous pouvez aussi faire autre chose, hein, et ça sera très bien aussi. En tous les cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, de faire quelque chose qui vous plaise et d'être heureux, si c'est possible. Réalisez-vous. Je pense que c'est possible. Merci à vous. Voilà. Merci. Merci à vous. D'être venu pour répondre à nos questions. Merci. Ah, merci, c'était bien sympa. Enfin, Oui. ça nous a fait mousser. Ouais. C'est bon? Bon, bah, merci. Comment on dit? Vous avez géré les mecs. Comme ça qu'on dit.